Bonjour à tous, merci pour votre présence. Mon nom est Guillaume Duval, je suis le Chief Data Officer du groupe Manutan et j'ai le plaisir d'être accompagné par Adrien qui va se présenter. Bonjour, Adrien Daudinet, donc je suis consultant data scientist et expert GenAI chez le cabinet Avisia. Et donc nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager un retour d'expérience sur un cas d'usage data et IA que nous avons mis en œuvre chez Manutan, ou comment Manutan automatise la gestion de ses références produits grâce à l'IA. Alors il faut noter quand même que chez Manutan, ça fait maintenant quelques années que nous travaillons autour des sujets data science ou d'IA, notamment avec l'accompagnement du cabinet d'Avisia et particulièrement d'Adrien. On a aussi pu constater ces 2 dernières années l'émergence des modèles de type LLM ou GenAI dans les entreprises et qui permet un peu à tout à chacun d'augmenter sa productivité, d'utiliser des solutions à l'instar de ChatGPT. Nous, aujourd'hui, on pense qu'on a un cas d'usage un petit peu différenciant puisqu'on a révolutionné, rénové un processus d'entreprise qui est au cœur de l'entreprise, du business model de l'entreprise, par l'aide de la GenAI et qui, je pense, va résonner beaucoup avec d'autres cas d'usage que les e-commerçants rencontrent aujourd'hui, qui est quand même assez classique, assez répandu autour de la génération des fiches articles, des fiches produits. Alors avant cela, peut-être quelques mots pour vous présenter qui nous sommes. Donc Manutan, nous sommes une entreprise familiale qui existe depuis les années 60 et qui a su se positionner ces dernières années comme leader de l'e-commerce B2B. Donc notre spécialité, notre cœur de métier, c'est la distribution d'équipements, de fournitures pour les entreprises, les collectivités. Et nous accompagnons donc, du coup nos clients sur différents projets de rationalisation de leurs achats, notamment. Nous avons une présence internationale, nous sommes présents dans 17 pays en Europe, 25 filiales, et nous réalisons un chiffre d'affaires d'un peu plus d'1 milliard d'euros pour du coup un parc, un assortiment d'articles autour de 850 000 références produits. Alors quelques mots également pour vous présenter la data chez Manutan, ce que nous faisons. Donc on a divers enjeux. Bien sûr, le premier enjeu, c'est de rendre disponible la data à l'ensemble des métiers, donc leur apporter de la matière pour réaliser des analyses, comprendre la performance et donc agir de manière plus smart. On utilise aussi tout ce gisement de données pour réaliser ce qu'on appelle des smart use cases ou des cas d'usage à valeur ajoutée qui viennent répondre à des irritants que les métiers peuvent rencontrer ou apporter de la valeur ajoutée additionnelle ou des nouveaux services qui vont apporter de la valeur concurrentielle. Pour faire tout ça, on a besoin de fondations data solides. Donc, on va parler de data platform, on va parler de hub, de référentiel de données, de qualité de données. Donc, on a toute une équipe qui travaille autour de ces fondations sur le système d'information Manutan. Et j'oublierai pas non plus de vous partager aussi des éléments sur la data governance qui, pour moi, est fondamentale si on veut réussir l'ensemble des piliers. Donc, on a une offre aussi d'amélioration de la qualité de données, l'amélioration de la gouvernance des données et d'accompagnement aussi sur la conduite du changement puisqu'on est au cœur d'une transformation data et digitale chez Manutan. Quelques éléments aussi sur notre socle technologique. Je ne vais pas vous citer l'ensemble des technologies utilisées. Quelques-unes qui sont quand même notables à noter. Notre data platform est en place sur Azure et Snowflake. On utilise aussi les modules d'Azure pour travailler sur les cas d'usage d'IA et de data science, donc avec Azure AI. Et on a aussi deux solutions de data visualisation, Power BI et MicroStrategy, ainsi que des outils qui nous permettent d'améliorer la qualité de nos données ou justement travailler autour de la gouvernance dont je parlais juste avant avec Tale of Data et Informatica. En termes d'organisation, la data chez Manutan, c'est 40 personnes, donc organisées de cette manière. On a toute une équipe qui travaille sur l'élaboration de nouveaux produits data, donc dans des approches projets plutôt agiles, qui répondent à des problématiques métiers, donc on a sectorisé par domaine métier. Une équipe un petit peu plus factory qui va travailler sur la vise ou de la data ingénierie. Un data office qui, lui, va plutôt s'attacher à travailler sur les process de data management, l'amélioration justement de la qualité de la donnée, de la gouvernance et l'expertise au sein des projets de transformation. Et enfin, une équipe plutôt de support sur la data analyse, support aux équipes métiers, et dans lequel on a logé une équipe Data Lab qui, elle, justement, a vocation à travailler sur une nouvelle proposition de valeur, sur du prototypage, de l'exploration, en avance de phase d'un produit data pour déterminer assez vite et assez tôt le potentiel d'un cas d'usage, d'un futur produit data. Donc, on va parler proof of value, proof of concept. C'est une petite équipe de 3 data scientists où on prend les approches inspirées de l'agile, donc itératif, fail fast, pour rapidement identifier des produits qui ont un haut potentiel et qui va pouvoir partir en production. Alors justement, l'un d'entre eux aujourd'hui, qui est le cas qu'on souhaitait vous partager, est complètement lié à notre positionnement de distributeur, puisque aujourd'hui, nous, on ne fabrique pas de produits chez Manutan, on distribue des produits, donc toute la donnée brute, les caractéristiques techniques de nos produits, on les collecte, on les récupère auprès de nos fournisseurs, et tout l'objectif pour nous, c'est d'avoir un contenu fiable, propre et riche,
qui est proposé à nos clients pour leur permettre de mieux comprendre les produits. Donc on est dans le B2B, donc c'est important d'avoir un contenu clair. On n'est pas à faire de l'achat pour ses propres usages. On est sur des produits où on veut que nos utilisateurs comprennent ce qu'ils achètent, n'aient pas d'accident avec les produits, donc comprennent aussi les réglementations. Donc la notion du contenu est très importante pour nous. On est aussi sur un levier de croissance important puisqu'on étend notre offre drastiquement. En termes de chiffres, ça représente à peu près 20 000 produits, une quinzaine de jours pour retraiter les fiches produits, puisque même si on cadre beaucoup les besoins ou la charte éditoriale avec nos fournisseurs, et on a souvent l'occasion de retraiter le contenu produit, donc c'est quand même un travail assez conséquent. Donc une quinzaine de jours en moyenne pour traiter un fichier produit, 2 personnes dédiées en interne, et on a aussi recours à des agences externes pour nous aider à retravailler, à réécrire ces fiches produits pour un budget annuel d'environ 24 000 euros. Ok, maintenant on va regarder un petit peu ça en détail et voir comment ça fonctionne. Alors ça, c'est un fichier fournisseur. Vous avez tous à peu près reçu des fichiers pareils dans n'importe quel domaine, hein, des fichiers Excel qui sont plutôt généralement mal écrits, abrégés, qu'il faut retraiter. Ici, dans notre cas, on a un nom d'offre produit, S3WR SRC tige cuir Nubuck hydrofuge. Donc, je vous avoue, la première fois qu'on voit ça, on ne sait pas de quoi on parle. Donc la personne qui doit retraiter doit s'intéresser, doit aller rechercher. C'est pas clair, il y a un point au milieu du titre, il n'y a pas le nom de la marque, c'est pas à la charte. Ensuite, normalement, dans notre charte, on est censé reprendre le nom de produit et ensuite rajouter la déclinaison. Bon là, vous voyez que c'est totalement différent sur la déclinaison et c'est plein d'abréviations. Et c'est tout en majuscule aussi. Et puis on voit la taille, elle est là à la fin, mais c'est pas clair, il n'y a pas écrit taille 39, il y a juste un numéro. Et là, ici, le client nous a envoyé une description qui est à peu près correcte, qui est plutôt bien même, mais on aimerait bien la reprendre de manière SEO. Donc, pour ça, on a mis en place une plateforme développée sous Streamlit, donc un framework front data science, en gros, pour permettre aux data scientists de développer son application, mais aussi de mettre une interface en ligne qui est mise en ligne sur Azure App Service, qui communique sur Azure aussi avec OpenAI pour la partie LLM, qui va aller choper des informations chez Snowflake, qui est aussi hébergé donc dans notre base produit, qui est aussi hébergé sur Azure, et qui va aller stocker les résultats sur Azure Storage. Donc on est entièrement sur Azure. Le fichier fournisseur, c'est le fichier que l'utilisateur va envoyer. Donc je vais vous montrer un petit peu les résultats qu'on obtient avec tout ça. Enfin, avant de vous montrer les résultats, on va rentrer dans la machine, parce qu'une machine LLM, une machine AI, c'est une machine de construction de prompts. Il y a toute une logique, il y a beaucoup de process qui vont à droite, à gauche pour aller construire les bons prompts, les envoyer dans le bon ordre. Et pour ça, d'abord, on commence par un message système. Voilà, on va introduire le système et lui expliquer son rôle. Ton rôle est de réécrire des noms de produits selon ses règles précises, simples, clairs, pertinents pour le client, sans abréviation et en français. Structure. Voilà, mots-clés du produit, caractéristiques communes des déclinaisons, gamme, marque. Et là, on va y rajouter des dizaines de lignes pour vraiment expliciter la charte. Voilà. Là, on est sur une chose assez bête qu'on pourrait aller faire tout simplement sur ChatGPT. Mais l'objectif, c'est d'automatiser tout ça et de faire ça en masse. Donc pour faire ça en masse, on va traiter notre fichier Excel automatiquement dans l'outil, réunir toutes les déclinaisons ensemble par offre de produits et y insérer du contexte. Donc on y envoie le nom du produit, le titre d'origine, donc on y envoie la marque, on y envoie la description qu'on avait vu tout à l'heure et toutes les déclinaisons. Tout ça en un seul call API vers OpenAI. Et aussi, on profite de notre base de données pour aller récupérer des exemples proches pour que le moteur puisse s'inspirer. Comme ça, on est encore plus sûr qu'il va rester dans la charte. Voilà. Hop. Et donc les résultats, pour cet exemple-là, on avait tige cuir Nubuck hydrofuge. On ne sait pas de quoi on parle, mais le moteur a parfaitement compris, en tout cas qu'on parlait de chaussures de sécurité haute. Cuir Nubuck hydrofuge. Il a gardé S3WR SRC parce que c'est important, on l'a mis dans notre contexte. On doit garder les normes, c'est une norme de sécurité. À partir de là, le système reprend ce titre généré, va refaire une passe et va lui dire « refais-moi les déclinaisons à partir de ce titre-là ». Donc on a une déclinaison où le système va faire un petit peu de place. Vous voyez, il a retiré la norme de ce côté-là pour y remplacer par la taille, parce qu'il faut qu'on rentre dans un certain nombre de caractères, donc il faut retirer quelque chose pour y rajouter autre chose. Et ensuite, on réorganise, parce que là, on y rajoute du SEO, parce qu'on réécrit chaussures de sécurité haute cuir
autant cuire NuBucky de refuge, mais aussi on réorganise les bullet points de la manière dont notre système va les accepter, dans notre système de base de données. Alors ça, c'est un exemple où on avait en fait une belle description déjà écrite. Mais en fait, si il nous arrive d'avoir 0 description dans nos fichiers. Là, si je prends un exemple, en fait, quand on a 0 description, on se dit le modèle, qu'est-ce qu'il va faire? Il va inventer. Souvent, c'est ce qui se passe sur ChatGPT. Et donc, c'est le concept d'hallucination. Comment on va éviter ça? Donc, on va lui donner énormément de contexte, le plus de contexte possible. Donc, ça fait partie d'aller récupérer des exemples, mais surtout, on va tout lui donner, même si c'est pour générer une description, on va repartir aussi des titres, parce qu'il y a des informations dans le titre. Et on va lui préciser qu'il ne faut rien extrapoler, qu'il faut se baser uniquement là-dessus. Donc là, si je reprends cet exemple, là, on parle d'un allume-cigare. Voilà. Pareil, c'est pas très bien écrit, mais ça, c'est très facile à réécrire. Mais le gros problème ici, c'est la description. Charge ultra rapide, indication du niveau de batterie. Voilà, elle est beaucoup trop courte. Nous, on veut au moins 4 ou 5 bullet points. Mais en fait, on se rend compte que là-dedans, dans le produit, on a beaucoup d'informations. Il y a 4 ports USB. Dans le nom de produit, il y a 120 watts. Les prises allume-cigare. Premium, pourquoi pas. Et donc, si on envoie tout ça, et d'une manière particulière, pour prompter de la bonne manière, l'outil, proprement, va nous récupérer toutes les informations et nous écrire puissance de 120 watts pour une charge rapide et puissante, parce qu'on fait un peu de commercial au passage dans la charte. Indication du niveau de batterie, 4 ports USB, 3 prises allume-cigare. Donc il y a toujours moyen de se débrouiller comme un humain le ferait au final. L'humain, il va aller faire la même chose. Voilà. Donc ça, techniquement, ça se passe, c'est une chaîne de génération de prompts et qui va aller chercher toutes les informations pour bien guider le LLM vers la bonne réponse. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu le cœur de la solution, quelques mots quand même pour vous partager le retour d'expérience d'un point de vue gestion du projet. Donc déjà, c'est un projet qui est relativement court depuis l'émergence de l'idée jusqu'à la mise en production, puisque le projet est en production dorénavant, sur un usage maintenant intensif. Donc on est sur 6 mois de projet. Les 3 premiers mois ont déjà permis d'avoir une bonne idée du modèle en tant que tel. Donc on a réalisé dès les 3 premiers mois un POC, le modèle de génération de contenu, et on a vu tout de suite le potentiel de valeur qui nous a drivé vers le lancement d'un développement en mode produit industriel, qui a pris effectivement 3 mois de plus pour bien générer la logique de prompting, faire le développement de l'interface utilisateur et justement d'affiner progressivement les résultats. On est passé ensuite dans un mode de pré-production, on a un petit peu stress-testé l'application avec un usage plus intensif, des cas assez variés d'échantillons de fiches fournisseurs. Et donc, on a ajouté quelques fonctionnalités à ce moment-là pour une mise en production le mois dernier. Et tout ça avec finalement une équipe assez resserrée, donc 3 ingénieurs, un data scientist, un data product owner qui a permis à faire vraiment la coordination du projet avec les utilisateurs métiers qui ont été impliqués vraiment tout au long du projet. Ça, c'est extrêmement important. C'est vraiment un facteur clé de succès d'avoir le feedback assez régulier de nos utilisateurs, et un data ingénieur Azure, donc pour adresser une solution qui va toucher aujourd'hui une vingtaine d'utilisateurs. Et donc, il faut savoir aussi, juste un dernier point, que ces 3 ingénieurs ne travaillent pas à temps plein que sur ce projet-là, puisqu'on a en moyenne 2 à 3 cas d'usage en parallèle sur lesquels nous travaillons avec le Data Lab. Du côté des apports du projet, pour terminer là-dessus, donc effectivement, on a 3 typologies de bénéfices. Le premier est la création de valeur directe, puisque de par la réduction du temps de traitement, on met en ligne beaucoup plus vite les produits au bon contenu. Et donc effectivement, on accélère finalement le cycle de vente, et donc on génère du revenu plus tôt dans le cycle de vie du produit. On a également touché à l'amélioration du contenu produit, de la qualité du contenu produit. Et ça, on sait que ça va favoriser l'indexation par les moteurs de recherche. Ça va améliorer le référencement naturel, donc le SEO. Et ça va permettre une navigation plus claire pour nos clients, donc qui va forcément augmenter un trafic plus qualifié et le taux de conversion de nos produits. Deuxième aspect, l'optimisation finalement de nos opérations, puisqu'on parle efficience, on parle réduction de coûts. On a effectivement réduit les tâches de nos internes de 88% sur ce sujet, qui sont aujourd'hui utilisées plutôt sur des tâches à plus haute valeur ajoutée. Et on a aussi également réduit nos coûts de prestation à l'externe de 50% environ, puisqu'on a moins besoin d'avoir recours à du retraitement par ces agences. Enfin, dernier pilier qui me semble assez important de citer, on parle de transformation digitale, puisque on a intégré finalement au cœur d'un processus métier l'IA, et donc on n'est pas juste sur un usage, comme je disais, où chacun peut utiliser son chat GPT pour faire une fiche produit. Là, on a vraiment intégré ces technologies dans un processus régulier. Et puis, on a quand même une approche assez innovante, là, cette orchestration de prompts de type LLM agentique, qui pour nous est vraiment un levier de croissance important sur notre extension d'offre. Donc, en conclusion,
un projet plutôt court, une équipe assez resserrée et des bénéfices de création de valeur, de réduction de coûts, avec vraiment la transformation d'un processus d'entreprise grâce à l'IA. Voilà, je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous sur le stand d'Avisia pour parler de vos projets en data et en IA. Si ça vous a intéressé, on pourra aussi parler plus en détail de ce projet, plus techniquement. Merci beaucoup.